Siamo lieti di dare il benvenuto al quarto contribuente di oggi, che è Monsignor Bruno-Marie Dufay. Dico subito, anche se nel curriculum è l'ultima parola, è segretario del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, quindi molto legato ai nostri temi. È francese, nato a Lione, è stato sacerdote della diocesi di Lione e anche parroco, ma dottorato in filosofia del diritto e di etica sociale. Ha svolto l'incarico di docente in teologia morale e dottrina sociale della Chiesa alla facoltà di teologia dell'Università di Lyon, cattolica, e al centro gesuita di Baume-les-Aix. E poi anche professore di etica sociale e sanitaria presso il centro regionale di lotta contro il cancro Léon Bernard di Lione. Cofondatore e direttore dell'Istituto dei diritti umani dell'Università Cattolica di Lyon e attivamente contribuito alla creazione delle cattedre UNESCO sui diritti delle minoranze, attualmente consigliere spirituale regionale degli imprenditori e dirigenti cristiani, quindi ci sono parecchi coinvolgimenti anche concreti nella società. Autore di diverse pubblicazioni e anche missioni internazionali, comandato dagli atti commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, per i rifugiati e in collaborazioni con le ONG, tra le quali Caritas, Terre des Hommes, Medici Senza Frontiere, quindi non manca l'esperienza insieme alla conoscenza. Quindi diamo molto volentieri il benvenuto. Parlerà in francese perché un po' le ultime richieste gli hanno tolto del tempo disponibile, ma va parler lentement. Bisogno della vostra indulgenza per parlare in francese, perché anche la mia salute non è ottima, però va bene, va bene. J'ai préparé un parcours à la demande qui m'a été adressé, et je remercie ceux qui me l'ont adressé. Et j'ai donné comme titre « Penser et vivre une éthique dans les situations de conflit » avec un sous-titre « De la frustration à la reconnaissance ». Et je voudrais introduire mon propos en disant que si nous voulons honorer la thématique qui nous réunit, il apparaît essentiel en tout premier lieu de se mettre d'accord, au moins provisoirement, sur le sens des deux notions, conflit et éthique, qui sont l'une et l'autre objet d'interprétation, de controverses, dans leurs ancrages, aussi bien que dans leurs manifestations. Pour le dire de manière provocatrice, il ne faudrait pas trop vite penser qu'il existe une éthique du conflit, qu'on nommerait rapidement l'art de vivre ensemble, la convivence ou la réconciliation. Je dirais plutôt que la question va être de savoir comment travailler au passage du conflit à la reconnaissance. La question est délicate, difficile, pour deux raisons majeures. Il y a vraisemblablement plusieurs types de conflits. On l'a entendu ce matin. Conflits sociaux, conflits économiques, conflits politiques, conflits culturels. Et il peut y avoir un conflit aussi entre les éthiques. Peut-être même un conflit à l'intérieur de l'éthique, à l'intérieur du débat éthique, puisque c'est comme cela que, dans la culture démocratique, nous définissons l'éthique. C'est un débat. Cela étant dit, nous sommes sollicités, intellectuels, magistrats, responsables de la vie politique ou sociale, religieux, en de nombreux lieux de la société,
j'y suis sensible à partir du lieu qui est le mien, le Dicaster pour le développement humain intégral. Nous sommes sollicités dans des réalités économiques, politiques, culturelles, complexes, pour tenter d'ouvrir un au-delà du conflit. Je pense ici aux conflits sociaux qui traversent un certain nombre de pays, au Chili, à Hong Kong, à Beyrouth, en Irak, en Europe. Chacun de ces conflits sociaux, qu'on dit rapidement sociaux, ont une connotation psychologique, psychosociale, politique, culturelle et parfois religieuse aussi. Pour nombre de nos contemporains, l'appel à l'éthique, qu'il s'agisse d'ouvrir le débat ou l'appel à une médiation. J'ai également enseigné au Québec cette question de la médiation, voire à la parole d'une autorité morale, et je suis sensible au fait que beaucoup demandent que l'Église soit aujourd'hui une autorité morale dans les situations de conflit, nous met devant un double défi, essayer de comprendre ce que les conflits veulent dire et essayer d'ouvrir un espace d'interprétation, peut-être aussi le passage vers une espérance, passer d'une frustration à une espérance. S'il est possible en effet de proposer une définition provisoire du conflit, c'est bien à partir de ces deux termes, sans doute jamais l'un sans l'autre, la frustration et l'espérance. Cela m'amène à vous proposer une première série de réflexions que j'appellerais « Penser le conflit comme une attente déçue et comme une parole qui se cherche ». Une attente déçue et une parole qui se cherche. Le conflit, qu'il faut toujours distinguer de la violence, même s'il y a des conflits qui deviennent violents, bien sûr, le conflit naît avant tout d'une attente déçue. Peut-être attendions-nous beaucoup, peut-être trop. Ce disant, nous touchons à une première considération qui concerne l'anthropologie. Le sujet humain, le sujet du conflit, se révèle au cœur même du conflit comme un être en attente. Nous sommes des êtres en attente. Il attend de pouvoir exprimer et donner ce qu'il porte en lui, ce qui a à voir avec ses possibilités, et il attend aussi d'être reconnu par l'autre dans ses attentes. On croise ici la dynamique d'Aristote, pour lequel le vivant porte des capacités, des puissances et cherche à les mettre en acte, mais on peut aussi y voir la dynamique hegelienne de Hegel, pour qui le sujet s'affirme toujours en dépassant ses contradictions. Alors pourquoi y a-t-il conflit ? Sans doute essentiellement parce que chaque sujet, prenant conscience de la promesse qui est en lui, de ses capacités, de ses charismes, de ses talents, a besoin de l'autre. J'ai besoin de vous en cet instant pour que vous donniez à ma parole son effectivité. Nous avons besoin que l'autre participe à l'écriture de notre histoire commune, dans laquelle chacun a un rôle. Il est intéressant de remarquer sur ce point que la même logique de reconnaissance traverse les sociétés holistes, où chacun a une place, et la société individualiste, où chacun cherche sa place. Une même considération se dégage, l'être devient sujet dès lors qu'il est, on pourrait dire, reconnu et qu'il est apprécié. Nous cherchons à être pour quelque chose dans l'histoire, nous cherchons à être pour quelqu'un. Nous cherchons à participer à l'histoire et à être connus par quelqu'un. Et le conflit naît précisément d'une brisure de cette attente ou d'une brisure de la réciprocité, quand la réciprocité est brisée.
Il y a donc lieu de penser le conflit avec ces deux versants, de ne pas le réduire à la seule expérience de la volonté de contrôle ou de la mainmise sur l'autre. Le conflit exprime aussi et peut-être tout aussi fortement le désir de vivre et de vivre devant l'autre sans peur, sans crainte. Toutes les médiations qui aboutissent, je pense à certaines médiations, je suis personnellement engagé actuellement dans un processus de paix dans un pays que je ne préfère ne pas nommer pour l'instant. Toutes les médiations que nous pouvons offrir dans les situations de conflit, il s'agit d'un conflit politique extrêmement long et lourd et difficile, sont des pratiques d'écoute. Il s'agit d'écouter. Et des pratiques de parole qui permettent à chaque protagoniste d'exister devant l'autre. On pourrait dire que notre existence sociale est un jeu permanent d'entendu, mais aussi de malentendu. Ce que nous avons mal compris, mal reçu, mal perçu. Et nous devons apporter beaucoup d'énergie intellectuelle, c'est l'objet d'une rencontre comme cette conférence, ce colloque, pour tenter de réduire ou de contribuer à réduire les quiproquos entre nous. C'est-à-dire maintenir une altérité heureuse, grâce à laquelle nous participons à la communauté, nous nous réjouissons d'y avoir un rôle. Jeu permanent d'attente et de reconnaissance, le conflit dit qu'une rupture est intervenue dans la complémentarité entre les sujets, entre les rôles. Il faudra rouvrir un horizon d'espérance où l'attente, même si elle n'est pas comblée, elle ne peut peut-être jamais l'être, sera honorée, reconnue. Le conflit du même coup apparaît comme la mesure même de notre relation sociale. On se souvient de la thèse de Thomas Hobbes, qui est peut-être la thèse magistrale qui s'oppose à l'affirmation d'Aristote selon laquelle l'homme est un être social. On sait que pour Hobbes, il faudra un contrat pour éviter de rester enfermé dans la logique de l'agression et pour que la société demeure. Mais tout conflit n'est pas nécessairement violent. Il dit la tension entre l'être soi et l'être pour l'autre. Et le rôle de l'éthique est sans doute de penser, de traduire en acte, en décision, la responsabilité qui appartient à chacun, entendre et considérer le désir de l'autre. Cela m'amène à une deuxième série de réflexions. Que serait une éthique du conflit et comment la penser à partir de cette approche compréhensive de la personne humaine comme sujet et objet du conflit? Je suis évidemment marqué ici par deux philosophes que j'ai eu la chance de rencontrer et de travailler, Paul Ricoeur et Hannah Arendt. Pouvons-nous clarifier le concept même d'éthique et voir un instant en quoi les éléments de l'anthropologie compréhensive, c'est mon inspiration d'Hannah Arendt, participent à une éthique qui offre à chacun une place, ou qui offre à nouveau à chacun une place à la table de la parole et de la négociation. Précisons d'emblée, l'éthique ne prétend pas donner le sens de tous les conflits. Elle participe à leur interprétation et elle appelle à la responsabilité des acteurs. L'éthique, entendue comme exercice de la pensée critique et de la relation dialoguée, se distingue de la morale en tant que discours des principes, des normes et des valeurs. L'éthique a besoin de la morale. Mais l'éthique ouvre et rouvre sans cesse un espace. Et dans la philosophie de la démocratie, on dit souvent qu'il faut que cet espace reste vide, que personne ne se l'approprie, que personne n'occupe l'espace pour que la parole ait un lieu. L'éthique ouvre sans cesse cet espace de la parole que le conflit à certains moments ferme. L'éthique pourrait donc être présentée comme l'alternative du conflit. Encore faut-il que ce travail de l'éthique se déploie pleinement. Il me semble que l'on pourrait, je suis très inspiré par
le logo de cette présentation de la journée, qu'on pourrait présenter 4 points cardinaux comme une boussole, un instrument de navigation en éthique. Et je voudrais vous les présenter rapidement. Il s'agit en effet à la fois de parler d'une mémoire en éthique, d'une mémoire collective et personnelle, où nous puisons l'inspiration de notre jugement. C'est un premier point de ma boussole. Il faudrait aussi évoquer l'espoir, mémoire et espoir. Voilà déjà 2 points pour définir la boussole de l'éthique. Il n'y a pas d'espoir sans mémoire. Souvent, le conflit est un oubli de la mémoire, un oubli de ce que nous avons vécu, un oubli de ce qui s'est passé. Et du coup, il y a un malentendu parce qu'il y a un déficit de la mémoire. Et parfois, il y a aussi un déficit d'espoir. Et donc, nous savons que ces 2 points, mémoire, espoir, sont en interactivité permanente. Et puis, ceci définit une ligne, si j'ose dire, horizontale. L'horizon de l'éthique va de la mémoire à l'espoir. Comme chrétien, je dirais, de l'anamnèse ou de la mémoire actualisée à l'espérance, qui est l'accomplissement. Et puis il y a une ligne verticale qui relie la conviction, je crois, nous croyons, et la responsabilité. Voilà ce que nous pouvons faire, voilà ce que nous devons faire. Si vous avez maintenant en mémoire ces 4 points, vous avez la mémoire et l'espoir, le croire et l'agir, le croire et la responsabilité. Il s'agit donc de penser l'éthique en considérant les 2 lignes, la ligne verticale de la conviction et la ligne horizontale de la responsabilité. On se souvient de la distinction traditionnelle entre éthique de conviction et éthique de responsabilité. Ma thèse serait de tenter de relier les 2 éthiques, conviction et responsabilité, afin que les acteurs des conflits sociaux, économiques, culturels, politiques puissent aussi dire ce qu'ils croient et aussi ce qu'ils espèrent. S'agissant des situations de conflit, des expériences de conflit, cette approche éthique interdit d'enfermer les acteurs ou les victimes de conflits dans la seule logique de l'action ou du discours. La rencontre des 2 lignes en appelle à une personne qui a de la mémoire et qui est capable d'espérer, qui est traversée par la transcendance d'un absolu et qui vit jour après jour dans un temps et dans un lieu. En proposant ce guide de la pensée éthique à des médiateurs de conflits familiaux, ce que j'ai fait à plusieurs reprises, médiateurs sociaux, et en essayant de le mettre en œuvre dans la médiation politique, j'ai découvert que nous pouvons nous affranchir de la logique conflictuelle, mais qu'il implique avant tout d'écouter l'histoire de l'autre, d'écouter l'histoire de ceux qui sont engagés, de ceux qui ne parviennent pas à sortir d'une histoire, pris dans le jeu des conséquences de l'action qui ne permet plus de poser le regard sur l'autre. Hannah Arendt développe très fortement cette dialectique parole, promesse, pardon. C'est 3 P. Parole, promesse, pardon. Nous pouvons honorer la présence de l'autre et être dans la complémentarité grâce à la parole. Mais nous avons sans doute besoin du pardon pour sortir du jeu des conséquences de notre action et pour pouvoir prononcer une promesse qui engage l'avenir. L'éthique, en contexte de conflit, requiert donc un travail de connaissance et d'ajustement au réel. D'où vient donc le malentendu ? D'où vient cette incapacité dans laquelle nous sommes d'être dans une logique de complémentarité ? Que nous est-il arrivé ? Comment en est-on arrivé là ? Mais l'éthique ne s'en tient pas à la seule analyse ou au savoir de l'histoire et des enjeux en cause.
l'éthique revisite les sources et les inspirations des acteurs, afin de mieux percevoir ce qu'ils espèrent, ce qui les inspire. L'espoir et la part d'humanité apparaissent ici liés comme les deux versants d'une conscience humaine qui porte en elle les deux questions fondamentales. D'où venons-nous? Où voulons-nous aller? Et où allons-nous? On le comprend, la démarche éthique a besoin d'une anthropologie qu'elle appelle comme sa première conseillère. Car pour comprendre le conflit, pour oser une parole juste, la parole de justesse et de justice, il importe de s'approcher avec respect de ceux qui s'affrontent et qui ne parviennent plus à s'entendre. Poser la question d'une sortie du conflit, de la souffrance du conflit, requiert que l'on s'interroge sur le chemin parcouru par ceux qui sont dans l'incompréhension. D'où venons-nous? Où cherchons-nous à aller? L'ancrage dans l'anthropologie n'épuise pas les nécessaires considérations en termes de contexte, d'analyse, de conviction, mais il permet d'interpréter le conflit comme un langage. Le conflit est un langage. Il y a des conflits initiatiques, il y a des conflits symboliques, il y a des conflits d'intérêt, il y a des conflits de pouvoir. De quel conflit s'agit-il finalement? L'anthropologie, qui est à entendre comme le décodage des langages culturels, la compréhension des langages culturels, permet d'accéder à quelques clés d'interprétation que la seule analyse du contexte factuel ne permet pas. L'approche anthropologique considère en effet des systèmes d'interprétation par lesquels nous tissons nos liens et par lesquels nous traçons des frontières. Elle offre une lumière sur l'impensé du conflit, qui dit toujours ce que nous voulons, mais qui le dit de manière parfois voilée, détournée, et ce que nous refusons. En parcourant le travail, le chemin de l'anthropologie, nous parcourons aussi le chemin de la peur. Nous faisons parfois même un travail de déconstruction de nos peurs, nécessaire pour comprendre les populismes, nécessaire pour comprendre les raidissements, les raideurs, les radicalisations. Et c'est bien de cela dont il s'agit dans le conflit, comme une quête d'un vivre ensemble, toujours à entreprendre, jamais complètement abouti. Troisième et dernière série de réflexions, je voudrais ouvrir mon propos par là. Vers quoi peut nous conduire une considération éthique, une éthique du conflit ou des conflits? Il n'est pas assuré par avance que le discernement et le travail de l'éthique conduisent nécessairement au dépassement et à la résolution du conflit. Le discernement et le travail de l'éthique participent au dépassement du conflit, mais à la hauteur du consentement, de l'accord des acteurs. Si les acteurs du conflit, et c'est tout mon problème dans le pays dont je parle, en Amérique latine, si les acteurs sont en accord pour faire un pas, quelques pas, vers le dépassement du conflit, alors l'éthique participe au dépassement du conflit. Mais nous sentons qu'il y a besoin d'une décision intérieure ou d'une décision collective pour passer de la seule surenchère du conflit à une nouvelle fondation du contrat social ou de la confiance sociale. En revanche, nous pouvons avancer la thèse selon laquelle l'éthique du conflit aide les acteurs impliqués à revisiter leurs propres références. En ce sens, l'éthique peut ouvrir une voie de réconciliation avec l'autre et avec soi-même. Et c'est sans doute le plus grand des défis dans l'éthique du conflit, c'est de se réconcilier avec soi-même. Oui, bien sûr, avec l'autre, avec les autres, mais avec soi-même. Avec ce que l'on a pu dire et dans lequel on ne se retrouve plus, avec ce que l'on a pu faire et que nous ne reconnaissons plus. Nous avons, avec le Saint-Père,
dans le texte du 1er janvier 2019, premier texte pour le texte du message pour la Journée mondiale de la paix, beaucoup travaillé sur ces 3 dimensions de la paix, la réconciliation avec l'autre, avec Dieu et avec soi-même. Cette espèce de triade que l'on ne peut pas éviter de faire, le dépassement de la violence en nous-mêmes, du conflit avec l'autre, implique une considération de l'altérité. C'est une altérité redécouverte, l'altérité absolue de Dieu, l'altérité de l'autre et l'altérité de nous-mêmes. Il est fort possible que le conflit qui nous engage dans une sortie de nous-mêmes et une exposition devant l'autre dise ce que nous ne parvenons pas à dire à l'autre d'une manière rationnelle. Le conflit dit beaucoup de choses, encore faut-il l'entendre. L'apprentissage de la patience. Le temps est supérieur à l'espace, dit encore le pape François. L'apprentissage de la patience, qui est l'autre manière de s'inscrire dans le temps de la rencontre, s'avère un fruit de la démarche éthique. Au fond, la patience est l'éthique par excellence. On entendra ici patience au double sens de la capacité d'être touché par l'humanité de l'autre et de la capacité de vivre l'espérance d'une promesse partagée. Dans patience, il y a passion et il y a compassion aussi. La patience est l'inscription du temps dans notre aventure humaine, dans notre relation humaine. On le perçoit à la croisée des 2 traditions qui nous marquent, la tradition biblique et la tradition grecque. Cette croisée éclaire cette référence à la patience. C'est la patience de ceux qui entendent en eux l'appel à offrir le droit dans la délicatesse et dans la fidélité. Je pense ici au chapitre 40 et suivant du livre d'Isaïe. « Voici mon bien-aimé, celui en qui j'ai mis ma faveur, il annoncera le droit. Il n'éteint pas la mèche qui fume encore, il ne brise pas le roseau qui ploie. Fidèlement, il apporte le droit, et les îles lointaines attendent son enseignement. Et moi, je me suis dit, je me suis fatigué en vain, et pourtant, ma récompense demeurait auprès de mon Dieu. Et mon Dieu m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, je ferai de toi le médiateur, le porteur du droit, le messager de la paix, je ferai de toi la lumière des nations. » Chaque culture, évidemment cette posture du serviteur, en particulier dans notre culture chrétienne, était essentielle, non pour être soumis et réduit à être la victime du conflit, mais pour faire surgir le geste et la parole qui appellent et rappellent les acteurs à leur humanité. Lorsque Jésus a lavé les pieds de ses apôtres, je suis dans la fin de l'évangile selon saint Jean, il dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire ? Je vous ai lavé les pieds. C'est un signe que je vous donne pour que vous soyez vous-même en capacité de laver les pieds les uns des autres. » Chaque culture exprimera à sa manière le dépassement du conflit et en particulier sa forme violente. Dans les cultures sud-africaines, l'Ubuntu suggère le sentiment d'humanité, cette capacité à vibrer à ce qui fait vibrer l'autre, à ce qui le réjouit, mais aussi à ce qui le fait souffrir. Notre humanité est cette capacité de vibrer à l'altérité de l'autre. L'Ahimsa, dans la culture indienne, en appelle au traitement non violent des situations conflictuelles, comme un travail sur soi, comme un travail sur notre propre souffrance. La miséricorde, dans la tradition abrahamique, ouvre à l'offre abondante d'un pardon qui vient de l'autre, qui vient de Dieu. S'agissant de la tradition chrétienne, dont on pourra dire qu'elle participe hier comme aujourd'hui
à la construction même de l'éthique, entendue comme communication et comme pensée de la responsabilité, la référence aux 4 principes majeurs de la pensée sociale de l'Église donne à penser sur les enjeux mêmes du débat autour du conflit et autour du vivre ensemble ou de la convivence. On se souvient en effet que les 4 affirmations majeures de cette doctrine sociale catholique ouvrent un horizon de sens dans lequel la personne et la communauté s'appellent et s'accomplissent l'une grâce à l'autre. C'est le principe de la dignité de la personne humaine à partir de la référence première à l'acte créateur, à la création de Dieu, à la création de chaque personne par Dieu et à l'inscription de l'amour qui appelle à la vie en chaque personne. C'est ensuite le principe de la responsabilité partagée, que nous appelons le principe de la subsidiarité, où chacun a une part dans le conflit, mais aussi dans la construction d'une humanité heureuse. C'est troisièmement le principe de la solidarité, fortement développé dans les textes du pape Jean-Paul II, qui nous fait regarder l'autre, dit-il, comme un égal, un aide, un frère. C'est enfin le principe de la référence au bien commun et à la considération de prédilection, de préférence pour ceux qui sont en souffrance, les plus pauvres. Dignité, responsabilité, solidarité et bien commun partagé, en commençant par les plus pauvres, ces 4 affirmations, ces 4 piliers traduisent dans le champ social les exigences premières de l'amour évangélique, et soulignent l'éthique de la rencontre, qui est sans doute l'alternative majeure aux situations de conflits sociaux, politiques, économiques ou communautaristes. Pour autant que la rencontre seule nous permet de dépasser le conflit, ce conflit qui exprime toujours une peur à l'égard de l'autre et à l'égard de nous-mêmes aussi. Nous avons peur de l'autre, mais nous avons peur aussi de nous. Et ce dépassement permet à la fois d'être touché par le chemin de l'autre et de revisiter, de redécouvrir, de repenser notre propre chemin. Il n'est pas étonnant que l'invitation constante qui marque le récit biblique se dise à partir de l'appel à la confiance. N'aie pas peur, je suis avec toi. Je suis avec toi. C'est cette même confiance en un autre qui reste un être en quête de lui-même et de l'absolu, qui sous-tend l'appel de Jésus au sujet du pardon. À la question posée par Pierre, « Combien de fois devrais-je pardonner à mon frère qui a péché contre moi ?» Irai-je jusqu'à 7 fois, sachant que ce chiffre est évidemment un très fort symbole dans la culture dans laquelle nous nous trouvons. Et Jésus, on s'en souvient, répond, dans l'Évangile selon saint Matthieu, en jouant sur le chiffre qui était considéré comme évoquant la perfection. « Je ne te dis pas que tu iras jusqu'à pardonner 7 fois, mais 70 fois 7 fois. » L'éthique du conflit invite donc un dépassement constant de tous nos calculs, précisément parce qu'il s'agit de passer de la peur à l'amour. Je vous remercie. Abbiamo un certo tempo per domande e eventuali risposte dai 4 oratori, forse indicare la persona e indicare semmai a chi viene indicata la domanda e poi vediamo. Io volevo innanzitutto ringraziare perché è stato
un incontro di pensieri veramente stimolante e volevo fare due domande, una alla dottoressa Matone e l'altra al professor Flavio Felice. Alla dottoressa Matone ho sentito fare l'affermazione che il diritto deve necessariamente essere etico, cioè la legge deve essere etica. Ora io mi chiedo, se la legge è qualcosa che l'uomo ha concepito sul piano organizzativo per poter gestire i propri rapporti a prescindere da quello che è la realtà di legge morale interiore, e la realtà etica è una realtà che si pone sul piano esistenziale, quale può essere l'elemento che concilia, anche perché poi tutto ciò che abbiamo detto ha sempre uno spunto economico sotto, no? Che poi è il problema del conflitto. Quale potrebbe essere l'elemento che possa, coniugare questi due piani? Invece al professor Flavio Felice, non so se posso fare domande insieme così. Anche identificandosi. Io sono Romeo Ciminello, sono professore di Scienze Sociali qui alla Pontificia Università Gregoriana, insegno storia del pensiero economico. Il professor Felice ci ha dato, come posso dire, una informazione importante su quanto riguarda i processi di partecipazione nell'economia, nella democrazia. Io volevo chiederle qualcosa in più, perché non mi è bastata la sua relazione. Cioè, il problema è che noi dobbiamo dare un orizzonte al futuro, non possiamo parlare soltanto di ciò che è, di leadership, di populismo, parlare di realtà, come lei ha detto, di partecipazione competitiva. Io vorrei invece chiederle che cosa pensa, se ancora la tripartizione dei poteri della democrazia in America di Tocqueville sono ancora vigenti oggi. Non ci sono altri poteri ancora vigenti oggi, non ci sono altri poteri, non c'è una realtà di tecnologia che va presa in considerazione, non c'è una realtà di comunicazione che va presa in considerazione, e quindi si può rimanere soltanto un discorso esecutivo, legislativo, giurisdizionale. E poi il discorso della democrazia, questa democrazia così difficile, perché noi non facciamo altro che mettere, come posso dire, sullo stesso piano tutte le democrazie, no? Abbiamo detto democrazia e abbiamo detto tutto. In realtà c'è un discorso di democrazia in Europa, un discorso di democrazia nei vari stati africani, eccetera. Quello che volevo chiedere è, oggi la democrazia in Europa, oltre ad aver necessità di vedere se può essere riformulata con altri poteri, può diventare una democrazia a partecipazione solidale e non competitiva? E quali sono gli elementi che potrebbero, e la dottrina sociale della Chiesa ce li dà e ce ne dà tanti di spunti, dato che in alcune parti parliamo anche di poliarchia, ma se non c'è questo competere per arrivare lontano e non per arrivare da soli più veloci, allora io mi chiedo qual è la sua visione di questa realtà. Grazie. Ma in realtà io credo di avere detto che il diritto in realtà, o perlomeno l'assetto ordinamentale che noi abbiamo attualmente, è profondamente etico. Perché dico questo? Perché comunque le nostre codificazioni poggiano, anche se è un argomento di cui nessuno parla, su quelle che sono le radici cristiane dell'Europa. Io mi indigno per il fatto che noi europei non abbiamo il coraggio di rivendicare con orgoglio questo, come se fosse una colpa. Io cito sempre il fatto che io sono stata per 8 anni focal point, cioè la rappresentante dell'Italia al Consiglio d'Europa per le questioni minorili,
E quando giravo per il Parlamento europeo tanti anni fa mi accorsi che stavamo andando verso una deriva che ci avrebbe poi portato dove siamo, quando visitai il luogo di preghiera del Consiglio d'Europa, dove però non c'era nessun simbolo religioso. Allora io chiesi perché? Perché non c'è il crocefisso, la stella di David, la mezzaluna, cioè io non pretendevo la supremazia del mio simbolo religioso, ma mi interrogavo sul perché non ce ne fosse nessuno e mi si disse, per non urtare la suscettibilità di chi non crede. Io trovo che l'errore sia proprio quello, cioè la conciliazione data da quelle che sono le radici cristiane. Se noi prendiamo i passi del Vangelo, noi troveremo già la risposta giuridica a tutti quei quesiti che noi ci poniamo, sia dal punto di vista pratico sia dal punto di vista teorico. Il conflitto c'è quando ci si allontana da questo. Il conflitto c'è tra etica e diritto quando si scavalla tutta questa cosa che noi abbiamo alle spalle, e io ritengo che l'inconciliabilità, a mio giudizio, assolutamente non c'è. L'intervento che abbiamo sentito poco fa è un intervento stupendo, perché si parla di passione, ma si parla di compassione, si parla di misericordia, cioè sono tutte tematiche che devono essere tradotte e sono state tradotte nel nostro sistema ordinamentale. Certo, nel momento in cui si affronta per esempio il tema dell'eutanasia, allora lì entriamo in un campo minato, perché il campo minato di chi è arbitro della propria vita, se io posso scegliere di staccare la spina o posso non farlo, se c'è qualcuno che può scegliere per me. Però al di là, diciamo così, di questi casi, a mio giudizio assolutamente limite, io non intravedo, forte di questo bagaglio che sento di avere alle mie spalle, nessun conflitto, nessun problema, proprio alla luce del fatto che ognuno di noi ha un ruolo, ognuno di noi è portatore della sua individualità, e credo che il principio cardine sia che la mia libertà finisce laddove comincia la tua. Quindi, tenendo fermi questi postulati, io credo che tutte le situazioni che ci si presentano siano, come dire, facilmente affrontabili. Sì, grazie al professor Ciminiello, perché queste domande sono veramente... sì, è vero che in 20 minuti si possono abbozzare i problemi, però le domande che lei faceva sono veramente interessanti e provo a rispondere come ovviamente è possibile fare in un momento come questo, quindi non volendo rubare troppo tempo. La prima questione che lei mi pone riguarda l'orizzonte, no? L'orizzonte rispetto al futuro. Allora, in una realtà come quella che viviamo noi oggi, a me vengono in mente le parole di Albert Einstein: chiunque nel campo delle questioni politiche e sociali si erga a magistrato delle idee sarà sommerso dalle risate degli dei. E io non vorrei far ridere troppo, insomma, quindi mi limito sostanzialmente a riconoscere una polifonia, e questa aula, se io penso al futuro, all'orizzonte che abbiamo di fronte, io vedo quest'aula così bella e così variopinta. Non abbiamo altro, grazie a Dio, abbiamo superato la fase nella quale contavano le etnie, contavano la religione come identità, contavano le cosiddette inesistenti razze. Ecco, tutto questo l'abbiamo superato. Quindi ci troviamo di fronte ad una realtà talmente complessa e di fronte alla quale possiamo semplicemente porci dei problemi, più che dare delle soluzioni. Ora, l'orizzonte, appunto, di fronte al quale ci troviamo, non consente una gerarchizzazione dei fini. Cioè, se io sapessi quali sono gli obiettivi possiamo dire primari che dobbiamo raggiungere, allora
qualche modo potrei costruire una gerarchia di fini e chiedere alla politica, delegare alla politica la realizzazione di questa gerarchia. Il fatto è che non ce l'ho, io non ce l'ho e nessuno ce l'ha. Ecco perché, secondo me, la democrazia, non avendo un dispositivo, ecco, questo volevo dire, non abbiamo un dispositivo, l'algoritmo che i matematici utilizzano per tante cose, che Google utilizza per intenderci, che non viviamo di algoritmi, bene, per relazionarci, per organizzare la vita politica, per organizzare la vita civile, non ce l'abbiamo e grazie a Dio non ce l'avremo mai un algoritmo. Dovremo temere coloro che invece ci propongono l'algoritmo per risolvere questi problemi. E nella mia relazione ho cercato di dire proprio questo. È un ambito talmente multidisciplinare che non esiste soluzione tecnica definitiva. Ci dobbiamo affidare alla democrazia classica, quella liberal-democratica, la quale non pretende di indicare i fini, ma semplicemente un metodo attraverso il quale raggiungere il necessario consenso sul legittimo dissenso. Ecco che cos'è la democrazia, un discorso pubblico su questioni di interesse comune, e lo dobbiamo fare mettendoci d'accordo sulle regole del gioco. Se fossimo una tribù, se fossimo un clan, se fossimo una corporazione, se fossimo una famiglia, parlo dell'antico regime dunque, se fossimo tutto questo sarebbe facile, ci affidiamo al capo tribù, al capo clan, al capo corporazione e gli diciamo decidi tu, dacci la linea. Vi ricordate negli anni 70 al capo partito, dacci la linea, al capo del sindacato, dacci la linea. Noi non possiamo chiedere a nessuno di darci la linea, dobbiamo trovare un consenso in ordine alle regole del gioco che consenta, attraverso questo dispositivo, di trovare la soluzione migliore, una soluzione migliore che è sempre rivedibile. Ecco perché io adoro Sturzo, mi piace Sturzo, perché nel 19 ci dice che non esiste il dispositivo perfetto. Nel 1919, in realtà già nel 1901 scriveva queste cose, e noi oggi qui chiediamo ancora che invece la democrazia risolva i problemi indicando i contenuti, i fini. La Costituzione americana è bella per questo, a mio modestissimo parere. Perché? Perché indica le procedure, le regole, nascendo, come diceva Tocqueville, nascendo già diversi, riconoscendo una diversità al proprio interno. Quindi questa è la situazione. Di fronte a questa situazione la democrazia può offrire questi. Ovvio che però la democrazia non vive soltanto di regole e di procedura. Abbiamo bisogno di una premessa alla democrazia, e questa premessa però varia dalle culture, varia dalle religioni, Ecco perché io non mi stanco mai di ripetere agli studenti che non esiste la democrazia, ma esistono le democrazie. Non esiste il mercato, ma esistono i mercati. Quello calabrese non è uguale a quello lombardo, per intenderci, e via dicendo, anche se ultimamente assomigliano molto. Insomma, per colpa ovviamente delle infiltrazioni mafiose che arrivano ovunque. Ora, quindi, ci ho detto, quindi è ovvio. Infatti nel mio intervento non ho parlato di tripartizione poteri. La tripartizione classica, legislativo, giudiziario, esecutivo e giudiziario, non l'ho citato, io ho parlato di plurarchia. La plurarchia è un tentare di andare oltre la tripartizione, mentre la tripartizione interessa semplicemente, possiamo dire, le istituzioni politiche. Oggi accanto all'istituzione politica in quanto sistema abbiamo altri sistemi, e l'incontro cooperativo, competitivo, perché anche competitivo, tra le varie sfere, tra i vari sistemi. Ecco, in questo senso la competizione è un'alta forma di collaborazione, perché cito Caritas in Veritate 35, lì dove Benedetto XVI ci dice: il mercato in una situazione dove ci si riconosce l'un l'altro, quindi in una condizione nella quale le regole del gioco sono condivise, è la forma migliore in qualche modo per distribuire le risorse tra persone che non condividono gli stessi fini. È ovvio che altre forme sono possibili, il dono, è ovvio che esistono anche altre forme, la rapina,
La rapina è una forma di distribuzione delle ricchezze, pure quella. Allora, non è né l'uno né l'altro, è il mercato e la democrazia è sul versante economico, per politico, ciò che il mercato è sul fronte economico, il sistema per convivere, per condividere le istanze, le aspettative in un mondo nel quale non siamo d'accordo, ognuno vuole raggiungere i propri obiettivi. Affacciatevi dalla finestra e vedete che il traffico porta ognuno in direzione diversa. Non possiamo immaginare che il regolamento, la regolamentazione del traffico porti tutti nella stessa direzione. L'importante è che ciascuno però rispetti le regole del gioco. E per questo, in un mondo aperto, in un mondo a società aperta, dove appunto ci confrontiamo con tante culture, il conflitto può essere disinnescato proprio dalla competizione, quando la competizione è tale, è reale, cioè è regolata, è disciplinata, e dove i magistrati intervengono per punire coloro che non rispettano quelle regole. Ecco, tutto ciò ovviamente, quando mi incontro con la mia famiglia, quando sono a tavola con mia moglie e mia figlia, è ovvio, non è che stiamo lì a fare un gioco competitivo, lì subentrano altre dinamiche e la società prevede altre dinamiche. Sturzo parlava non a caso di 3 sistemi primari: il sistema familiare, il sistema religioso e il sistema politico. Perché? Perché e questi sistemi interagiscono tra di loro, questi sistemi si condizionano a vicenda. Non esiste un sistema puro, non esiste un modo di vivere a compartimento stagno. Ecco perché secondo me quello che lei dice è giustissimo, ovviamente, ma questa aspettativa dipende dalla società che abbiamo di fronte. Io ovvio che quando ragiono con i miei amici, con i miei affetti, ovviamente ho una dinamica. Quando mi trovo in un consiglio di facoltà, lei mi insegna, no? Le dinamiche sono diverse. Quando mi trovo in una dimensione economica di tipo competitivo, cambiano ulteriormente. Ecco, però il mondo è molto vario in questo. Grazie. Si. Ok, je voudrais parler à Monseigneur Dufay. Vous avez parlé de l'éthique comme une réalité qui ouvre sans cesse un espace de discussion, un espace au sein duquel on peut oser une parole. J'ai eu comme l'impression que vous avez parlé de cet espace comme un espace nu, comme un espace vierge. Mais j'ai l'impression que cet espace est toujours déjà occupé. Toujours déjà occupé. Je ne sais pas, parce que vous êtes français, il y a 2 jours, on a refusé l'accès à une case pour personnes âgées, à une religieuse, parce qu'elle portait un voile. L'espace est occupé par des gens qui ont supprimé la verticalité. Donc, j'ai l'impression que l'espace est presque toujours déjà fermé et que le conflit est inhérent même à l'espace, à l'existence même de l'espace. Et du coup, la question que je me pose, quelle parade inventer pour faire de cet espace un véritable lieu de dialogue, lieu d'invention du neuf, lieu où le conflit est géré pour le bien de tous? Est-ce qu'il faut faire une proposition, pas de type, parce que j'ai l'impression que votre proposition est dans un certain sens un peu fictive, dans le sens du voile de l'ignorance, hein? Pourquoi pas une proposition qui aille dans un sens beaucoup plus structurel, mettre sur pied les structures? Et quelles sont les structures que nous pouvons inventer pour faire de cet espace dont vous parlez, de la sphère publique, un lieu de dialogue et un lieu de résolution des conflits? Parliamo tante lingue, vero? Merci. Pardon, allez-y. Oui, peut-être, je voudrais poser deux questions. La première, je vais la poser à Madame. La prima la voglio porre alla signora. Non, vous pouvez parler français si vous voulez, parce que je le parle. Je oui, l'ai étudié merci. beaucoup. Oui, J'espère de comprendre. Oui.
où vous avez parlé de l'éthique. Ogni droit, chaque droit devrait être éthique, donc devrait être entré dans le cadre de l'éthique. Mais moi, je constate que l'éthique, il n'y aura pas aussi longtemps qu'il y a deux groupes, l'in-group et out-group. Par exemple, quand dans tous les pays, dans toutes les nations, quand on fait le droit, on tient compte de la nécessité de la population. Mais quand les autres, les out-group, ceux qui viennent de l'extérieur arrivent, ils ne sont pas concernés. C'est comme si le droit n'est pas fait pour eux. C'est le cas même du populisme que nous sommes en train de vivre ici en Italie. Et ailleurs, en Amérique, en Angleterre, et partout, je le dis comme émigrant. Donc, c'est comme si quelqu'un qui vient de l'extérieur, il nous apporte des problèmes, des risques. Donc, il n'est pas concerné par le droit. Le droit international est bien fait pour celui-là. Le droit national domestique est fait pour les nationaux. Mais quand le droit domestique doit s'appliquer à qui vient de l'extérieur, l'éthique n'existe plus. Ça, c'est mon observation. La deuxième observation, je voudrais la faire à Monseigneur. Et quand il a parlé de l'éthique, le principe de responsabilité dans la résolution des conflits. Ici encore intervient in-group et out-group. Nous savons que le chaos que nous sommes en train de vivre, au niveau international, il y a beaucoup d'acteurs. Même là où nous connaissons beaucoup des conflits que vous avez énumérés, en Irak, en Afghanistan, en Afrique, partout, il y a toujours, les intervenants sont toujours de tous côtés. Pour résoudre ces conflits, le partage de responsabilités, comment on peut trouver l'espace pour la co-responsabilité dans la résolution des conflits mondiaux que nous sommes en train de vivre actuellement? Je vous remercie. Identification. Pardon? Je m'appelle François-Xavier, l'abbé François-Xavier Chogoza. Je fais le doctorat ici à la Grégorienne dans les sciences sociales. Merci. Je peux répondre tout de suite. Je m'excuse pour mon français parce que je suis hors d'exercice. Parce que maintenant, je suis en train d'étudier l'anglais que je ne connais pas trop bien. Alors, j'essaie de vous répondre. Vous dites que les droits, ce n'est pas les mêmes droits faits pour les étrangers qui arrivent dans le pays. Moi, je me suis occupée d'étrangers pour longtemps parce que j'ai été pour 17 ans procureur de la République pour les mineurs. Et je me suis occupée surtout pas seulement de questions criminelles, mais surtout de questions du droit de famille. Et ça que j'ai toujours contesté, c'est que l'immigration ne peut être y mettre dans notre société des vraies bombes culturelles, familiales, sociaux. Je pense surtout aux familles musulmanes dans lesquelles il y a un droit à l'intérieur qui est absolument illégal selon ce que le droit européen a établi pour les droits de famille. Nous ne pouvons pas accepter avec l'histoire du respect de la culture différente, des cultures qui se basent sur la violence et sur la suprématie de l'homme à l'intérieur de la famille. Ce qui est prévu, par exemple, par la charia ne peut pas être reçu à l'intérieur de mon système. C'est pour ça que l'éthique doit faire son travail en affirmant les principes
chrétiens qui sont la base de notre système. C'est que vous définissez la suprématie du droit qui ne rend pas compte des différences. Ce n'est pas vrai. C'est seulement le respect du droit de l'autre. C'est seulement le respect de ma liberté et de ta liberté qui forme les conflits. Mais si ton système est un système qui est basé sur l'amour, la passion, la compassion, le respect de l'autre, il n'y a pas de problème. Nous parlons le même langage. Je ne vois pas aucun problème à ce sujet-là. Parce que le problème, il y a seulement si tu portes dans ma culture quelque chose qui est pour moi et pour tous nous absolument inacceptable. Donc je crois que la réponse, c'est ça. Alors pour honorer les deux demandes, je vais rebondir sur la première. Parce que je crois qu'une des questions centrales dans notre société, c'est la question de l'autorité de la loi et du sens du droit. Nous sommes dans une situation difficile parce que un certain nombre de nos compagnons d'humanité ne reconnaissent pas ou plus vraiment l'autorité de la loi et le sens du droit. Nous avons besoin de réinvestir fortement cette réflexion autour du sens du droit. Qu'est-ce qui donne du sens au droit et qu'est-ce qui fait que le droit est le droit ? Ça, c'est une question extrêmement importante. Et on sait très bien que pour qu'il y ait du sens au droit et qu'il y ait de l'autorité à la loi, il faut une transcendance du droit et qu'il y ait une reconnaissance de l'autorité de la loi. Auctoritas. Auctoritas, ça veut dire ce qui augmente. Augere en latin. Hein? Augere, c'est ce qui augmente. Ce qui fait autorité, c'est ce qui nous fait grandir, ce qui augmente quelque chose dans notre expérience humaine. Et il faut reconnaître que nous sommes dans une situation de crise de l'autorité, du droit et du sens du droit. Penser la transcendance de nos constructions juridiques, c'est quelque chose de difficile. Il suffit d'aller dans des prétoires, dans des tribunaux, et voir comment ceux qui sont jugés reçoivent une sanction, ou ne la reçoivent pas, justement. Bon. Et ceci est d'autant plus important que ce qui va irriguer, alimenter la réflexion sur le sens du droit et l'autorité de la loi, c'est précisément ce que nous appelons la compassion ou le sentiment d'humanité. Dans la commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud, qui est une expérience très intéressante de dépassement d'un conflit institutionnel qui s'appelait l'apartheid, ce qui a été déterminant, c'était que chacun de ceux qui pouvaient raconter l'histoire de la violence, l'histoire du conflit entre blancs et noirs, entre l'autorité publique, l'autorité politique et ceux qui étaient victimes de la discrimination, puissent aussi dire ce qu'ils avaient perçu, senti eux-mêmes dans leur humanité, en humanité. C'est cette question de la compassion ou du sentiment de co-humanité qui est déterminant. À partir de là, ça c'est le creuset, le lieu où on va redéployer une pensée de la transcendance du droit. Je voulais dire ça parce que c'est très important pour répondre aux deux autres questions. Un, c'est vrai, vous avez raison, les espaces sont déjà occupés. C'est vrai. Ils sont occupés par l'idéologie ou ils sont occupés par la justification, le discours de justification du pouvoir. Les pouvoirs, il faut lire Machiavel à cet égard. Machiavel est un grand penseur pour ça. Le pouvoir passe beaucoup d'énergie
à prendre le pouvoir à l'autre, mais passe autant d'énergie à justifier son propre pouvoir, c'est-à-dire à le conforter. Alors, si les espaces sont déjà occupés, il s'agit pour nous, puisque c'est ma thèse, consiste à rouvrir une brèche, a gap, comme on dit en anglais, ouvrir une brèche dans la fermeture de ces espaces. Comment pouvons-nous rouvrir une brèche? Ça, c'est une vraie question, et à mon sens, la brèche est rouverte au moment où il y a ce que j'ai appelé la rencontre, c'est-à-dire la possibilité d'être touché par l'autre et la possibilité de toucher l'autre. C'est presque une expérience charnelle, je dirais, au sens de l'incarnation. Hein? C'est-à-dire, ça ne peut pas être simplement un discours contre un discours. Le discours contre le discours ne produit que du discours. On va continuer à s'opposer avec des arguments. C'est l'humanité, l'expérience d'humanité, c'est pour ça que j'ai évoqué l'Ubuntu, l'Aïmcha, la miséricorde. Ces sont trois expériences d'humanité. Hein. La miséricorde consiste à considérer que l'autre n'est pas réductible à ce qu'il a fait ou à ce qu'il a dit, mais qu'il est beaucoup plus grand que ce qu'il a dit puisqu'on lui fait à nouveau confiance. C'est ce que nous disons de la miséricorde de Dieu, mais qui inspire aussi la capacité pour nous de pardonner, ou en tout cas de dépasser la seule action. Donc les espaces sont occupés, c'est une vraie question parce que c'est peut-être parce que les espaces sont trop occupés que nous vivons une crise de la démocratie. Parce que précisément, l'existence même de la démocratie, c'est que les espaces ne soient pas occupés pour qu'on puisse débattre et que chacun puisse apporter sa contribution. Chacun puisse dire « je voudrais poser une question ». Mais pour pouvoir poser la question, il faut qu'on ait un petit peu de temps et un peu d'espace. Et donc, il faut que je me taise d'une certaine manière pour que vous puissiez à nouveau parler. Votre droit à la parole, c'est un devoir pour moi. C'est le devoir d'honorer votre parole et donc de la laisser se développer. Et mon droit à la parole, c'est un devoir pour vous. Et si nous n'avons pas cette pensée du droit et du devoir, nous ne pouvons plus faire appel à la référence aux droits de l'homme, aux droits humains. Les droits humains sont un engagement en réciprocité. Bon. Et alors, ça m'amène à l'autre question que vous avez posée, qui touche autour de la responsabilité et de la co-responsabilité. Vous savez qu'Emmanuel Lévinas, qui est un grand philosophe contemporain, dit « Il s'agit de penser la responsabilité comme une capacité à répondre à l'autre, d'abord. Répondre à l'autre. Donc, j'essaye de vous répondre et j'assume ma responsabilité en essayant de vous répondre. Ma réponse est nécessairement partielle, peut-être partiale à un certain moment, mais j'essaye. Tant que j'essaye de vous répondre, je suis dans la posture de la responsabilité. Et l'autre versant, c'est de répondre de ce que je dis, c'est-à-dire de défendre ce que je dis, non pas forcément pour vous imposer ma raison, mais pour que nous puissions construire, que ce que je vous dis puisse vous aider à construire et ce que vous répondez continue à construire. Car au fond, l'élaboration, la construction ne peut être que dans cette mutuelle hospitalité. La responsabilité, c'est que chacun participe à la construction de l'accueil de l'autre et participe à la construction du lien social. Il n'y a pas de lien social sans ce jeu de va-et-vient permanent entre l'un et l'autre. J'ai besoin de vous. C'est Montesquieu qui dit ça. Montesquieu dit « L'homme prend conscience vraiment de son humanité le jour où il comprend qu'il a besoin de l'autre. » Son humanité, mon humanité. Le jour où je suis malade, ça m'est arrivé récemment, j'ai senti combien j'avais besoin de l'autre, celui qui m'a soigné. Mais plus largement, dans l'expérience sociale et politique, j'ai besoin de l'autre qui me permet de me trouver moi-même et de m'affirmer moi-même. Et quand le pape François dit la rencontre, il ne dit pas simplement rencontrer pour rencontrer, il dit rencontrer parce que ça permet aussi de se retrouver soi-même. La manière dont l'autre dit sa foi, sa croyance, sa conviction, me permet aussi de revisiter ma propre conviction et nous sommes dans la complémentarité, dans l'enrichissement mutuel, mutual, toujours la mutualité.
Voilà ce que je pourrais dire autour de la co-responsabilité, mais cela commence avec une éducation à cela. Comment devenons-nous responsables? Parce qu'à un moment, nous avons reçu l'appel à être responsables. Et donc cet appel à être responsable et à être responsable ensemble repose sur une culture de l'initiation à la responsabilité.